Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que, avec ce contexte de richesse, de vraiment de disposer des moyens quasi infinis, hein, des ressources quasi infinies qu'on a aujourd'hui à portée de main tous, qu'est-ce qui fait la différence, selon toi, entre les gens qui échouent, tout simplement, et les gens qui réussissent aujourd'hui? C'est quoi la différence pour toi? Très, très sincèrement, ce serait un peu présomptueux de ma part de prétendre vraiment savoir parce qu'il y a autant de cas qu'il y a de personnes. Mais par contre, je vois des schémas qui sont récurrents. Le schéma qui est récurrent, c'est vraiment ce que la personne a à l'intérieur. Et à l'intérieur, alors là, on peut partir sur tellement de sujets. Moi, je le vois comme un oignon. Il y a le cœur du truc, c'est qui on est vraiment avec tout notre potentiel. Et potentiel, ça porte bien son mot, c'est du potentiel et ça reste du potentiel tant qu'on n'a pas euh, puisé dedans. Quand on commence à puiser dedans, pardon, ça devient des capacités. Donc, comment est-ce qu'on transforme ce potentiel en capacité? Il faut déjà y avoir accès. Et la plupart des gens n'ont pas accès à ce potentiel, ne réalisent même pas qu'ils l'ont. Moi, si tu m'avais dit il y a quelques années, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas monter sur scène, tu vas inspirer des gens, tu vas changer des vies, etc. J'y aurais pas vraiment cru parce que je n'étais pas conscient de ce potentiel. Et quand je parle des couches d'un oignon, c'est que pour moi, il y a beaucoup de choses qui empêchent déjà de voir ce potentiel et ensuite d'y accéder. C'est, on va prendre pour moi les couches les plus superficielles, c'est les habitudes qu'on a. Donc, on a plein d'habitudes qui vont contre nous, contre ce qu'on doit faire. Par exemple, des gens qui ont l'habitude de procrastiner parce qu'ils vont se dire, ah, j'aime bien les séries, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'aime bien faire des choses qui, au final, ne vont pas les aider ni je suis pas que dans le faire, hein, il faut faire plein de choses pour réussir, mais je suis aussi dans l'être. Et ils sont pas en train d'être qui ils doivent être. Ils sont juste en train d'être qu'ils ont eu l'habitude d'être. C'est-à-dire quelqu'un qui, je sais pas, joue aux jeux vidéo, quelqu'un qui perd son temps sur des choses qui ne l'intéressent pas vraiment, mais qui font passer le temps. Donc, pour moi, il y a ça, il y a les comportements. Après, il y a l'environnement. Et l'environnement, c'est très très large. C'est ça peut être autant l'environnement physique que l'environnement social, que l'environnement géographique. Là, on touche à l'épigénétique. C'est beaucoup plus facile statistiquement hein, pour une personne qui a des parents entrepreneurs et qui réussissent ou qui génèrent un certain chiffre d'affaires, certains revenus au moins, de tendre vers ça, tout simplement parce que ça devient leur standard. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se satisfaire de moins. Pour eux, moins, inconsciemment, C'est c'est pas possible. assez. Hmm. Et plus, c'est possible. Euh, et et un truc tout bête, mais quand tu évolues dans un environnement où on te montre que tout est limité, moi je suis d'une famille de 4 enfants, voilà, on n'a jamais manqué de rien, mais par contre on sentait que c'était limité, tu sens que les ressources sont limitées. Que quand il y a un paquet de gâteaux et que tu es 4, c'est chacun a un certain nombre de gâteaux. Tu peux pas aller dans le placard prendre le nombre de gâteaux que tu veux parce que ça va pénaliser pour le goûter de demain. Tu vois ce que je veux dire? C'est du détail, mais que ce soit ça ou les parents qui vont te dire euh, les lumières allumées, on n'est pas à Versailles. C'est tout plein de petites choses qui vont inconsciemment nous programmer à croire, je dis pas à comprendre, à croire qu'on est dans un monde limité en termes de matériel, en termes de ressources. Et une personne qui évolue dans une famille où c'est, comme on dirait, Byzance, elle évolue dans l'abondance. Donc pour elle, l'abondance, c'est normal. Alors, quand ces deux personnes se retrouvent face au même challenge dans l'entrepreneuriat, il y en a une qui croit dans l'abondance parce qu'elle l'a aussi vécu et qu'elle en a eu l'épreuve, et une qui n'y croit pas ou qui croit au manque. Il y en a une qui va pas hésiter à mettre des tarifs élevés parce qu'elle croit dans l'abondance, et elle sait qu'il y a des clients à l'infini, elle va peut-être être dans une autre posture, et l'autre qui va avoir peur du manque, donc qui va baisser ses tarifs au maximum pour être sûr d'avoir quelque chose, pour avoir peur par rapport à sa peur de manquer. Donc, l'environnement et ce à quoi on a été confronté, ce qui nous a programmé dans notre subconscient, ça va définir énormément de choses. Et je finirai par le niveau, pour moi, qui est le plus, peut-être même problématique, mais le plus difficile à transformer. Ce sont les blessures. Les blessures qui nous ont marqués, souvent, en fait, c'est dans l'enfance, entre 0 et 7 ans. Ça peut être une blessure de rejet. Alors, si on lit les 5 blessures de Lise Bourbeau, même si ce livre, il y a des choses à dire ou à redire ou pas, mais en tout cas, ça a le mérite de poser des mots sur des choses, sur des comportements. Blessure du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de l'abandon, pardon, etc., etc. Donc, une personne qui a eu la blessure du rejet, exemple, je ne me sens pas, et c'est très souvent une perception qui est propre à soi. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Moi, j'aime bien dire une chose, c'est que euh,
si tu es en vie aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque part quelqu'un qui t'a aimé suffisamment, au moins pour mettre à manger sur ta table ou dans ton frigo. C'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que certaines personnes dans le monde. Donc, il y a quelqu'un qui t'aime quand même. Ça permet de relativiser. Donc, si on part par exemple de la blessure du rejet, avec une blessure du rejet qui peut être née du fait qu'on ne se sent pas aimé, accepté, compris de ses parents, peut-être un ressenti, et il y a même des recherches là-dessus, ressenti intra-utérin, ça peut commencer très très tôt, sur le fait que la personne ne s'est pas sentie désirée parce que c'est un enfant qui est né soit de manière illégitime ou pas désiré. Même si quand il naît, il est accueilli, ça peut donner cette blessure du rejet. Et quand on a cette blessure du rejet, elle va se réactiver quand on est confronté à des situations qui sont de nature à faire ressentir du rejet. Un Exemple, nom d'un client, par exemple? le nom d'un client ou la peur du nom du client. Donc, de la procrastination presque incomprise de la personne en disant mais j'ai trop envie de réussir, mais je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Quand je dois aller démarcher, j'ai cette boule au ventre, j'y arrive pas, j'ai peur, je peux pas le faire. Et c'est là où après c'est important d'aller travailler là-dessus. Mais une fois qu'on a travaillé sur toutes ces couches, c'est là où on a pleinement accès à son vrai potentiel et qu'on peut le transformer en capacité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire avant, ça veut juste dire qu'on aura accès qu'à une certaine partie.